Nous souhaitons la bienvenue à chacun d'entre vous et en particulier à nos deux intervenants, François Gémen et Anne Souiris, qui va nous rejoindre dans un instant. Nous traversons une crise sanitaire exceptionnelle et ses conséquences économiques et sociales aux quatre coins du monde seront extrêmes. Cette crise sanitaire ne doit pas faire oublier la crise climatique, alors que même en France, certains tentent de hiérarchiser les sujets. Il se trouve que depuis quelques années, les scientifiques tentent de nous alerter sur le lien entre changement climatique et les pandémies. Et par ailleurs, la situation actuelle nous donne l'occasion unique de nous poser la question du projet de société que nous souhaitons déployer. L'Agence parisienne du climat a souhaité contribuer à ces réflexions en invitant deux personnalités à partager non seulement leur vision et leurs expertises pour comprendre les liens entre la crise climatique et la crise sanitaire, mais aussi qu'elles puissent partager leurs propositions pour faire de la situation actuelle un levier d'accélération de la transition écologique sur le territoire. Je souhaiterais maintenant présenter nos deux intervenants. Dans un premier temps, François Gémen, vous êtes chercheur en sciences politiques, spécialiste de géopolitique de l'environnement et directeur de The Hugo Observatory. C'est bien ça? Bonsoir. Oui, ou l'Observatoire Hugo en français. D'accord. Merci beaucoup. Anne Souiris, je crois, ne nous a pas encore rejoint, mais elle va intervenir à la suite de vous, M. Gémen. Donc, tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre disponibilité. Ah, je vois que… Voilà. Bonjour. Madame la maire Anne Souiris, bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes adjointe à la maire de Paris en charge de la santé et des relations avec l'AP-HP. Merci de nous accorder quelques minutes très précieuses de votre temps qu'on imagine extrêmement compté en ce moment et vous êtes très sollicité, donc merci de votre disponibilité. Quelques informations pratiques avant de commencer cette session, donc qui va durer 1 heure. Elle est diffusée également sur le live Facebook. Tout au long des interventions, vous aurez la possibilité de poser des questions à nos intervenants, aux invités, donc à deux endroits, sur la section questions et réponses qui se figurent en bas de cette plateforme Zoom et également sur le fil du live Facebook. Il vous sera demandé de nous préciser à qui s'adresse la question et nous ne pourrons sans doute pas répondre à toutes, mais on va faire le maximum pour les traiter. Nous les partagerons avec M. Gémen et Mme Souiris à la fin de leurs interventions d'ici une petite quarantaine de minutes. Pour en revenir au thème de ce soir, il s'inscrit dans la continuité d'une grande attention qui est portée au sujet de la santé en corrélation avec ses actions en faveur de la transition écologique pour l'Agence parisienne du climat, qui est l'agence d'accélération de la transition écologique sur le territoire et une agence qui est là pour la mise en œuvre opérationnelle du plan climat de la ville de Paris. Nous avons toujours considéré que l'amélioration de la santé était un co-bénéfice pour les actions que nous menons sur la rénovation énergétique des bâtiments, la maîtrise de l'énergie dans les logements, sur les pratiques vertueuses que nous encourageons vers la sobriété, en particulier en matière de mobilité douce, évidemment sur les questions de qualité de l'air et lors par exemple de campagnes à biofuel qui ont pu être menées auparavant, ou bien lors des épisodes caniculaires précédents. L'Agence parisienne du climat accompagne les Parisiennes et les Parisiens au partage de bonnes pratiques. Nous accompagnons également la meilleure compréhension des problématiques climat et la mise en œuvre de projets opérationnels qui permettent de faire interagir différents acteurs qui sont présents sur le territoire. Nous accompagnons donc par exemple la collectivité, évidemment, dans la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de la transition écologique et nous faisons le lien donc avec aussi bien les citoyennes et citoyens, les entreprises, les experts, les innovateurs, les usagères et les usagers du territoire pour mener ces projets en faveur de la transition écologique. Nous avions organisé en septembre dernier un précédent Café Climat sur les conséquences sanitaires du changement climatique et le risque épidémiologique avait déjà été identifié comme l'un des risques majeurs du changement climatique parce qu'il fait émerger de nouveaux virus, parce que la déforestation favorise des contacts entre les animaux sauvages et les humains et favorise le développement de zoonoses, donc ces maladies qui se transmettent des animaux aux humains. Et clairement, les travaux des chercheurs indiquent que les crises sanitaires de ce type sont amenées à se multiplier.
Donc, il nous a semblé important d'organiser cette séquence, ce nouveau Café Climat, pour faire un point d'étape à cette situation inédite où un confinement massif à l'échelle planétaire induit un impact très tangible sur les émissions de gaz à effet de serre, la pollution, et comment est-ce qu'on en tire des enseignements pour la suite, quelles sont les convergences entre cette situation sanitaire et la situation du changement climatique. François Gemenne, vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, chercheur en sciences politiques, spécialiste de géopolitique de l'environnement. Vous avez publié récemment plusieurs tribunes qui nous interpellent sur les liens entre le changement climatique et la crise du Covid-19. Depuis le début de la pandémie et du confinement, c'est vrai qu'on assiste à une baisse spectaculaire de la pollution, au retour d'animaux sauvages dans des zones qui étaient relativement délaissées, à la baisse des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 5,5%, un niveau qui n'a jamais été atteint, mais qui reste encore insuffisant pour rester en dessous des 1,5 degré de réchauffement climatique. À Paris, Air Paris a mesuré une baisse de 30% des émissions de CO2 sur les 3 premières semaines du confinement. Alors, la question que je voulais vous adresser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on doit se réjouir des impacts positifs du confinement sur la réduction de la pollution? Et je vous répondrai très platement non, surtout pas. Je pense que ce serait une grave erreur que de se réjouir aujourd'hui des impacts positifs sur l'environnement de la crise. D'abord parce que c'est un discours qui pourrait paraître un peu indécent vis-à-vis des familles qui souffrent, qui sont confrontées à la maladie, vis-à-vis des soignants et d'autres personnels de première ligne, et qui donnerait l'impression au fond qu'on se réjouisse d'une crise sanitaire à cause des effets qu'elle aurait sur l'environnement. Bien sûr, il y a des effets manifestes sur l'environnement et vous les avez rappelés à l'instant, mais je pense que malheureusement, ces effets sont de très court terme et surtout n'augurent de lendemains plus difficiles pour la protection du climat et plus globalement pour la protection de l'environnement. Alors, autant je pense qu'il y a des leçons très importantes que nous pouvons tirer, et autant je pense qu'il y a des leviers d'action tout à fait importants dont il va falloir pouvoir se saisir, autant je pense que nous commettrions une grave erreur en pensant que la crise actuelle est bonne pour le climat. 5 raisons qui me font dire cela. La première, c'est qu'il va y avoir forcément un rebond des émissions une fois que nous serons sortis du confinement, une fois que l'activité va reprendre, forcément nos émissions vont augmenter à nouveau. La question, ce serait de savoir si elles vont rebondir à un niveau supérieur ou inférieur de leur niveau avant la crise. Si elles rebondissaient à un niveau inférieur, ça serait sans doute une bonne nouvelle pour le climat. Ça voudrait dire potentiellement que l'année 2019 aurait marqué le pic de nos émissions, mais ça voudrait dire aussi qu'on s'engage dans une récession économique de très long terme. Et j'ai envie de dire, le climat n'a pas besoin d'une année blanche. Bien sûr, l'année 2020 va marquer une chute dans les émissions de gaz à effet de serre. Paradoxalement, c'est sans doute la première année où nous allons enfin respecter les objectifs de l'accord de Paris, non pas grâce à des mesures de politique climatique, mais à cause de mesures sanitaires. Le climat n'a pas besoin d'une année blanche, il a besoin, je dirais, d'une baisse soutenue, engagée des émissions que nous pourrons tenir sur le long terme. Et bien entendu, nous ne pouvons pas arrêter indéfiniment l'activité économique, nous ne pouvons pas demander aux gens de rester claquemurés chez eux indéfiniment, et ça serait du reste un très mauvais signal, je crois, à adresser à la population, l'idée qu'au fond, la réduction de nos émissions implique la cessation de nos activités. Donc, c'est la première raison qui me fait douter. La deuxième raison, c'est les plans de relance économique que les gouvernements vont mettre en œuvre pour relancer l'économie. Ils vont réinjecter dans l'économie des milliards d'euros, c'est-à-dire qu'ils vont disposer de ce fait d'un instrument de planification économique relativement inédit, comme ils n'en avaient plus eu à disposition ces dernières années, depuis qu'ils avaient abandonné quelque part tous les leviers de contrôle sur l'économie. La question, c'est que vont-ils en faire? Est-ce qu'ils vont utiliser cet instrument de planification précisément pour favoriser l'émergence d'une économie décarbonée, ou est-ce qu'ils vont au contraire envoyer une bouée de secours à l'économie carbonée très dépendante des énergies fossiles? Malheureusement, je crains que cet argent ne constitue aussi une bouée de sauvetage pour prolonger la vie de très nombreuses industries liées aux énergies fossiles plutôt que pour redéployer une économie décarbonée. Donc, c'est le deuxième risque que je vois. Le troisième risque, c'est un risque lié au lobbying intensif auquel se livrent depuis plusieurs semaines maintenant toute une série d'industries, mais aussi de gouvernements,
pour véritablement utiliser cette crise comme une excuse, comme un prétexte pour s'affranchir d'une série de réglementations environnementales. Aux États-Unis, l'Agence fédérale de protection de l'environnement, donc l'équivalent du ministère de l'Environnement, a décidé de ne plus poursuivre les violations aux règlements environnementaux. On voit en Europe des gouvernements qui font pression pour qu'on abandonne le Green New Deal. On voit l'industrie automobile qui demande l'abandon des normes d'émissions de CO2 pour les nouveaux véhicules. Vraiment, on a l'impression d'une offensive concertée contre l'édifice de protection de l'environnement qu'on avait peu à peu échafaudé ces dernières années. Et donc, moi, ma crainte, ce n'est pas uniquement qu'on revienne au monde d'avant, mais c'est aussi qu'on revienne au monde d'avant, le monde d'avant, d'il y a 15 ou 20 ans, et que beaucoup en profitent pour quelque part déconstruire cet édifice de protection de l'environnement. Et je pense que ça envoie aussi un message politique assez terrible. L'idée que les règles de protection de l'environnement seraient des entraves à la bonne marche de l'économie, ça, je pense que c'est un message assez terrible à envoyer politiquement. Quatrième risque que je vois, c'est pour la coopération internationale. Le paradoxe de cette crise, c'est que c'est une crise mondiale, mais qui pourtant a appelé des réponses strictement nationales et très différentes les unes des autres, souvent non coordonnées entre elles, au point qu'il y a eu des fermetures des frontières entre pays européens, que certains pays se sont volés des cargaisons de masques sur des tarmacs d'aéroports. Et donc, la coopération internationale, je pense, va sortir en lambeaux de cette crise avec des organisations multilatérales qui vont en sortir très, très affaiblies. Or, nous allons absolument avoir besoin de davantage de coopération internationale demain si nous voulons lutter efficacement contre le changement climatique, mais aussi si nous voulons pouvoir, quelque part, nous préparer à de futures crises et notamment à de futures pandémies. C'est ma quatrième inquiétude sur la coopération internationale. Et puis, ma cinquième et dernière inquiétude, et je conclurai ma réponse par cela, c'est concernant l'acceptabilité sociale des mesures de lutte contre le changement climatique à l'avenir. Si on continue à répéter aux gens que la crise actuelle est bonne sur le climat, ça va finir par installer durablement l'idée qu'il faudrait demain mettre en place contre le changement climatique les mêmes mesures que celles qu'on met en place contre le coronavirus aujourd'hui. Et je ne pense pas que beaucoup de gens se souviendront de cette période de confinement comme d'une période où nous étions efficaces dans la lutte contre le changement climatique. C'est une période extrêmement pénible pour beaucoup de gens. Et donc, je crains fort que quelque part, si on met cela dans la tête de l'opinion publique, ça ne provoque demain une sorte de réaction épidermique de rejet de toute mesure de lutte contre le changement climatique sur le mode on a déjà donné contre le changement climatique, on ne va pas en plus se soumettre à cet effort. Pardon, on a déjà donné contre le coronavirus, on ne va pas en plus se soumettre à l'effort contre le changement climatique. Donc voilà, Merci. 5 inquiétudes qui me font dire que la crise actuelle n'est pas du tout une bonne nouvelle pour le climat. Ça n'empêche qu'il puisse y avoir, bien entendu, toute une série d'opportunités à saisir et de leviers à actionner. Merci beaucoup. Vous avez précisé effectivement qu'il est essentiel d'éviter un effet rebond. Est-ce que vous pouvez partager quelques-unes de vos pistes de réflexion pour précisément éviter cet effet? Je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'une première piste importante dont nous devons nous saisir, c'est le très faible prix du pétrole en ce moment, qui est donc relativement propice à la mise en place d'un prix plancher, voire même d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Je pense qu'il y a quelque chose à faire autour de ce prix du pétrole, y compris pour quelque part définanciariser ces marchés de l'énergie qui pour le moment sont des marchés essentiellement de spéculation, avec même des situations absurdes où le prix de certains contrats pétroliers est passé en négatif le mois dernier du fait d'effets de spéculation. Et donc aujourd'hui, on voit très bien que les marchés de l'énergie sont avant tout des marchés de spéculation. Je pense qu'il faut absolument davantage réglementer ces marchés, potentiellement imposer des prix planchers, notamment au pétrole. Et je pense que là, il y a une occasion importante. Autre occasion importante, comme je l'ai dit, ce sont les plans de relance de l'économie qui, à mon avis, sont l'occasion de déployer une nouvelle forme d'économie, une économie décarbonée, notamment de faire émerger ces fameux emplois verts. Et vraiment, je voudrais que ces plans de relance soient des plans d'investissement et pas uniquement des plans de sauvetage. Et ça me paraît très, très important, précisément pour éviter que les émissions ne rebondissent à un niveau supérieur. Le Green New Deal européen me paraît quelque chose de très, très important aussi. Je dirais qu'une chance qu'a l'Europe,
c'est qu'elle a dans les cartons tout prêt un plan de relance verte, le plan pour une économie décarbonée, et je m'inquiète vraiment aujourd'hui de voir que tant de gouvernements font pression sur la Commission pour qu'elle abandonne ce plan, pour qu'elle le rabote, alors que je pense que c'est exactement le type de plan dont l'Union européenne a besoin, à la fois sur le plan économique et sur le plan politique. Et puis, il y a toute une série de mesures qui pourront être prises, je pense, au niveau urbain, au niveau municipal notamment, pour faire en sorte que la balance penche du bon côté. Je prends l'exemple des transports en commun. Après la crise, vraisemblablement, il y aura une chute de la fréquentation des transports en commun, vraisemblablement une chute de la fréquentation du métro ou du RER à Paris. Ça veut dire que les gens vont se tourner soit vers le vélo, soit vers la voiture. Et là, ça va beaucoup dépendre de ce que feront les municipalités maintenant pour faire tomber la pièce soit du côté du vélo, soit du côté de la voiture. Et donc, il y a beaucoup de choses qui, à l'heure actuelle, peuvent encore évoluer dans un sens ou dans un autre. Merci beaucoup. Actuellement, de très nombreuses associations, acteurs politiques appellent à profiter, entre guillemets, de cette situation pour imaginer un nouveau modèle de société. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques idées de votre vision de l'après et justement de la manière dont on devrait faire évoluer les modèles actuels? Je dirais qu'il y a effectivement un foisonnement pour le moment d'idées, de manifestes, de groupes de travail, de groupes de réflexion pour inventer le monde d'après, au point qu'on commence même à saturer de l'expression le monde d'après. Je pense à moi qu'il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire que autant il y a des gens qui réfléchissent et c'est tout à fait nécessaire et utile à ce monde d'après, autant il faut bien réaliser que c'est un luxe que celui de pouvoir réfléchir et plancher sur ce monde d'après, et que l'aspiration première de beaucoup, ça sera simplement de retrouver leur vie d'avant, de retrouver leur activité, de retrouver leur commerce, de retrouver leurs collègues, de retrouver leur travail, voire même simplement de retrouver du travail pour ceux qui ont été mis en chômage ou dont l'entreprise a fait faillite. Et donc, il va y avoir une aspiration très forte et parfaitement légitime à aussi retrouver le monde d'avant, sans compter toute une série de pressions économiques et politiques pour qu'on remette une pièce dans la machine d'avant. Et donc, il va y avoir, je crois, à la sortie du confinement, deux forces. Il va y avoir à la fois un désir de monde d'après et une aspiration très forte de retour à un monde d'avant. Et le gros défi, ça va être, je crois, politiquement, de rendre ce monde d'après désirable et tangible pour ceux dont l'aspiration première est de revenir à leur vie d'avant et de revenir au monde d'avant. Alors, comment faire cela? Je pense qu'il faut s'appuyer sur deux grandes leçons de cette crise. La première leçon, c'est que nous sommes capables, malgré tout et malgré tout ce qu'on a pu dire, de mettre en place des mesures radicales, urgentes et extraordinairement coûteuses lorsque nous avons l'impression d'être face à un danger imminent. Et donc, je pense qu'une leçon de cette crise pour le climat, ça sera d'une part d'insister bien davantage sur les impacts humains du changement climatique et quelque part de se saisir quelque part du côté pédagogique de cette crise pour faire réaliser à tous que la destruction des écosystèmes n'est pas juste une question pour la nature, les animaux ou les plantes, mais des impacts humains très forts sur la santé, le développement, les migrations, etc. Et aussi de nous demander quelque part qu'est-ce qui fait que nous plaçons autant de distance entre nous et le changement climatique? Pourquoi est-ce que nous craignons d'attraper le coronavirus pour nous-mêmes alors que nous pensons que le changement climatique va arriver d'abord aux autres? Et là, je crois que nous avons fait une erreur stratégique profonde. Et quand je dis nous, je parle de nous, chercheurs en premier lieu, et les politiques aussi d'une certaine manière, de définir uniquement des objectifs de long terme, de neutralité carbone à 2050, de plus de degrés à 2100, c'est-à-dire de définir des horizons dont le terme dépasse l'espérance de vie de beaucoup. 2050 ou 2100, ça ne dit rien à personne. Le coronavirus, on s'en tracasse parce qu'on a les yeux sur des courbes journalières de décès et d'hospitalisation. Et donc, il faut pouvoir se dire, qu'est-ce qu'on va faire demain? Comment est-ce qu'on va pouvoir maximiser notre effort contre le changement climatique et pas juste nous fixer des objectifs de long terme? Ça, je crois, c'est une première grande leçon à tirer de cette crise pour le climat. La deuxième grande leçon, qui je trouve est très belle, c'est une leçon de solidarité. Alors qu'on nous disait depuis des années que l'humain passait désormais derrière le profit, voilà que d'un coup, nous créons artificiellement une crise économique sans précédent pour sauver des vies humaines, pour protéger les plus faibles, les plus âgés, les plus vulnérables dans nos sociétés. Je trouve qu'on ne le dit pas assez, que c'est un sacrifice immense, gigantesque,
que consent la jeunesse de mettre ainsi son activité en pause, de quelque part se prévoir pour elle-même une crise économique sans précédent et un chômage massif pour protéger les plus âgés et les plus vulnérables. Je trouve qu'il y a une solidarité intergénérationnelle dont fait montre la jeunesse et dont font montre nos sociétés, que parfois on ne soupçonnait pas. Parfois nous étions un peu assommés par ce discours qui voulait qu'on fasse passer le profit avant l'humain. Nous avons fait ici exactement le contraire et je pense que c'est une formidable leçon. La question pour le climat, c'est de savoir comment nous allons pouvoir utiliser cette sorte de confiance dans cette solidarité retrouvée pour la déployer au-delà de nos frontières. On a vu que malheureusement, cette solidarité restait largement confinée aux frontières nationales. Les plus vulnérables, les victimes du changement climatique, elles seront avant tout dans les générations futures et aussi dans les pays éloignés et donc au-delà de nos frontières. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir déployer cette solidarité au-delà de nos frontières pour retrouver un certain sens du commun et ce commun que nous partageons tous et toutes, c'est la terre sur laquelle nous habitons. Et donc là, je pense qu'il y a une très belle leçon dont il faut pouvoir se saisir à présent. Merci pour ce message optimiste et qui nous invite vraiment à nous projeter vers la suite et à refaire le lien sur l'ici et maintenant en matière d'impact du changement climatique. Et la transition, du coup, est assurée avec le lien que je voulais faire avec Madame Anne Souiris. Aujourd'hui, vous êtes adjointe à la maire de Paris en charge de la santé et des liens avec la PHP. Bonsoir, Madame Souiris. Bonsoir. Tout d'abord, encore une fois, je vous remercie de votre disponibilité. Alors, on a vu un article aujourd'hui qui revenait sur ce paradoxe, sur le fait que la pollution de l'air entraîne environ 67 000 morts par an en France. La crise sanitaire a entraîné la plus grande chute d'émissions et de bruit jamais constatée, mais comme on l'a vu, cette accalmie est temporaire. Il y avait un article qui indiquait que 11 000 décès avaient été potentiellement évités en Europe par la baisse du CO2 et des particules fines. Vous avez beaucoup défendu dans votre approche la santé environnementale lors de votre mandat et vous continuez de le faire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie pour vous et est-ce que vous considérez que la crise a donné raison à cette approche ? Alors, je ne sais pas si la crise a donné raison à cette approche parce qu'en fait, je pense qu'il nous manque encore beaucoup d'éléments sur la question. Ce qui est sûr, c'est que l'approche que nous avons eue de santé environnementale a permis de réagir plus efficacement que, j'allais dire que l'État, déjà, pour commencer, et puis que peut-être d'autres villes qui avaient moins avancé sur ces sujets-là. Quand par exemple, on a pu, l'année dernière, sur la question du plomb à Paris, avoir une réaction assez rapide avec les services de santé environnementale pour pouvoir analyser avec les laboratoires et voir comment on peut mettre une politique contre le plomb dans la ville et analyser et pour protéger les personnes, eh bien, on a pu en fait décliner cette manière d'agir sur la crise qui était là, évidemment, qui prend un autre sens et une autre perspective, puisque le Covid touche beaucoup plus de personnes et une crise beaucoup plus aiguë, mais néanmoins avec la même logique, une logique, de grande transparence, c'est-à-dire d'information permanente qui n'est pas fondée sur simplement, par exemple, comme ce qui a été fait avec l'État, il y a une pénurie de masques, alors on dit les masques ne servent à rien. Eh bien non, il y a une pénurie ou il y a un problème, on peut le dire, parce que la santé publique et la santé environnementale, on s'appuie sur les gens et la responsabilité des gens pour agir. Et la question, par exemple, de ce qu'on voit là, ce qu'on a vu là pour le confinement et ce qu'on va voir là pour le déconfinement, c'est que si on veut réussir par rapport à cette crise-là, il va falloir s'appuyer sur les gens, il va falloir avoir une logique de santé communautaire, il va falloir avoir une logique de démocratie sanitaire. Et c'est vrai que M. Gémen parlait du fait qu'il y a une grande solidarité. Oui, il y a une grande solidarité, mais plus que ça, il y a une grande responsabilité. Et le gouvernement qui parle souvent aux gens comme à des enfants, eh bien, c'est complètement contradictoire avec un principe de santé environnementale, par exemple, et de santé moderne, j'allais dire, c'est-à-dire qui est fondé sur une responsabilité. Comment vous voulez, par exemple, maintenir une distanciation
distanciation sociale, faire en sorte que, par exemple, les personnes puissent à un moment donné se dire « je vais protéger les plus fragiles, je ne vais pas aller voir ma grand-mère avec mes enfants parce que là, c'est un problème, mais en revanche, je vais pouvoir avoir un certain nombre d'actions ». Si vous ne faites pas l'éducation thérapeutique, une information pas à pas de ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas d'une épidémie, et enfin de pouvoir aussi agir sur les causes. Parce que en fait, la santé environnementale, c'est agir sur les causes. Et agir sur les causes, vous avez parlé tout à l'heure de zoonose, mais c'est évidemment toute la question, j'allais dire préliminaire, la question de l'alimentation, la question de la mobilité, est-ce qu'on prend la voiture ou pas, est-ce qu'on amplifie ce domaine-là. Quand je vous parlais de l'alimentation, c'est plusieurs choses. L'alimentation, c'est la question de l'épandage. On sait que l'épandage, par exemple, eh bien, multiplie les causes, tout ce qui est particules fines et donc les causes de décès dues aussi au Covid. C'est-à-dire que c'est un facteur finalement qui est plus, qui accroît en fait les décès dus à ce type de maladie. Et puis, il y a aussi toute la question de savoir qu'est-ce qu'on fait par rapport à sa propre santé. On sait que 80% des personnes qui ont été en réanimation, qui sont encore en réanimation, sont obèses. Eh bien, l'obésité, ce n'est pas une fatalité. L'obésité, il y a une possibilité d'abord de pouvoir agir contre, en agissant contre la malbouffe, mais c'est aussi un facteur souvent d'inégalité sociale, d'inégalité culturelle, d'inégalité face à une éducation sur l'alimentation et aussi sur évidemment le prix que coûte l'alimentation. La malbouffe est moins chère. Donc, le travail qu'on peut faire sur les inégalités sociales, que par exemple nous avons fait à Paris, nous avons lancé en particulier avec tout ce qui est évaluation sur les impacts de santé environnementale sur les quartiers et comment on peut réagir par rapport à cette situation-là, nous est utile actuellement. Nous est utile pour lancer même un programme comme Covisan. Vous en avez peut-être entendu parler, mais Covisan, qui maintenant est en train d'être repris par le gouvernement, qui est le fait de se dire on va agir pour casser les chaînes de transmission en partant des clusters, des foyers de contamination. Eh bien, nous, en ayant des cartes sur les questions des inégalités sociales et environnementales, eh bien, on n'a plus les croiser avec les foyers de contamination et se dire, eh bien, nous pouvons faire un programme de soins, un programme à la fois de soins adapté aux personnes et à la fois adapté à des situations locales pour pouvoir casser ces chaînes de contamination à partir d'un certain nombre de quartiers populaires où ces chaînes de contamination étaient plus importantes, en l'occurrence le 13e, le 18e et le 19e arrondissement à Paris. Vous voyez, ça rejoint un certain nombre de choses. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga. On n'a pas toutes les solutions en ayant lancé ces programmes de santé environnementale, mais c'est vrai qu'on a déjà un certain nombre de leviers qui nous ont permis de réagir assez vite. D'accord. Est-ce que vous considérez que justement Paris était prête pour cette crise, était préparée? Vous savez, je pense que personne n'était prêt, ce ne serait pas vrai de le dire. On n'était pas prêt. On était peut-être un peu plus prêt aussi parce que je vous dis, on s'est appuyé sur plus de démocratie sanitaire et aussi sur un principe de précaution important dès le départ. Et donc, un principe de précaution, c'est à la fois les stratégies de résilience qu'on commence à mettre en place, mais c'est aussi le fait de se dire que quand il commence à y avoir un problème, eh bien, quand je vous disais tout à l'heure, on s'appuie sur les communautés, on s'appuie sur un moment donné, sur une prévention, même si on n'est pas sûr, c'est de dire que, par exemple, en janvier, quand il y avait les grandes fêtes du Nouvel An chinois, eh bien, le fait de pouvoir travailler avec la communauté chinoise pour se dire peut-être qu'il faut reporter,
et non pas avoir des dizaines de milliers de personnes dans la rue au même moment, alors qu'il y a une grande crise sanitaire en Chine à ce moment-là et qu'il y avait beaucoup d'allers-retours. Il y avait des centaines de vols par jour à l'époque de Chine, et en particulier aussi pour ces questions de festivité qui étaient assez exceptionnelles d'ailleurs, puisque c'était pas en plus c'était plus que annuel. Donc résultat, et elles-mêmes, ces communautés-là, étaient tout à fait impliquées dans cette situation-là. Elles n'avaient pas du tout, on n'a pas imposé quoi que ce soit à Paris, faut bien le dire. C'est vraiment, ça a été fait de concert. Eh bien, cette action-là, elle a été salvatrice, en réalité. Sinon, je pense qu'on aurait eu un cluster à Paris beaucoup plus important si ça ne s'était pas passé avec eux. Vous voyez, donc, et ça, cette action-là, je pense que n'importe quelle ville ne l'aurait pas eu si on n'avait pas l'habitude de travailler de cette manière-là. Alors, vous citez justement ce travail de très étroite concertation avec la population parisienne. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette crise va justement orienter vos priorités pour les mois à venir ? Alors, dans les mois à venir, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a la question d'abord du déconfinement, c'est-à-dire se dire comment on agit à la fois individuellement, c'est-à-dire comment on parle à chaque personne, comment on fait une éducation thérapeutique auprès de chacun et on fait un appel à un civisme aussi, mais en expliquant comment on peut adapter sa situation. Vous voyez, moi, ce que je regrette beaucoup là, dans les injonctions que nous avons, c'est on est en train de passer au niveau national d'un confinement avec un interdit, avec des attestations, avec des gens qui vous verbalisent dans la rue, à on va pouvoir sortir et en fait on ne sait pas très bien dans quelles circonstances. C'est-à-dire qu'on a une date butoir là du 11 qui devient peut-être le 7, on va avoir des zones vertes, rouges et oranges, mais en fait on ne s'appuie pas sur les gens pour se dire mais peut-être voilà, et on va vous dire 10 maximum dans un appartement. Est-ce que c'est pas plus intéressant de réfléchir à comment cette transmission a lieu et qui on doit protéger et comment on le fait, comment chacun peut le prendre en charge. Bon, ça, c'est la première chose. Je pense qu'à Paris, on peut le faire en partie. Deuxième chose, c'est ce qu'on va faire aussi, c'est s'appuyer sur tout ce qui est médecine de ville, acteurs de ville, qui ne sont pas que la médecine de ville, qui sont aussi tous les acteurs qui sont dans le maillage du territoire de lutte contre les inégalités sociales, tout le maillage associatif et social. Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était la question dans les quartiers populaires, il y a beaucoup plus de clusters qu'on a qu'ailleurs. Et puis, il y a toute une éducation à faire et puis aussi des impossibilités quand on est plus souvent confiné à beaucoup dans le 19e arrondissement que dans le 16e arrondissement. Et d'ailleurs, dans le 16e arrondissement, beaucoup de gens sont partis carrément de Paris. Mais en tout cas, voilà. Et donc, ça veut dire qu'on est dans une situation différente et il faut qu'on ait une relation différenciée. Ça veut dire qu'il faut pouvoir aller vers des gens et pouvoir leur dire on a d'autres solutions pour vous, on peut vérifier, séparer les gens si besoin, faire en sorte de pouvoir répondre à une situation particulière et non pas se dire eh bien on va s'adresser pareil à tout le monde et puis on verra bien, ce qui avait commencé à faire l'État aussi de la même manière et qui est très inefficace, surtout dans la période de déconfinement. Et puis il y a la question, par exemple, je vais prendre les personnes âgées parce qu'on a beaucoup parlé des EHPAD tous ces derniers temps, mais on a bien vu qu'en ce moment, souvent, chaque année, on a beaucoup de canicules. Et la canicule, eh bien, si elle s'associe avec en plus la question de l'épidémie, il va falloir pouvoir agir de manière là aussi spécifique. Eh bien, la préparation qu'on a eue sur la question des personnes âgées, le réseau qu'on a fait à la fois de volontaires, à la fois avec Chalex, qui est tout un dispositif d'appel régulier qui s'appuie à la fois sur des volontaires et à la fois sur des professionnels. Ça, on peut tout à fait le mettre dans une perspective qui allie la question de la canicule
et la question par exemple, d'une épidémie, avec en plus une grande ouverture qu'on a su créer progressivement, qui n'est pas encore terminée de l'être, mais une plus grande ouverture, je dirais, pour être honnête, des EHPAD, des EHPAD en particulier publics, pour qu'on puisse effectivement pouvoir beaucoup mieux traiter finement cette question-là et faire en sorte que les personnes âgées soient traitées de manière, là encore, spécifique pour pouvoir les sauver, parce que c'est elles qui prennent de plein fouet ce type de circonstances, que ce soit une canicule, que ce soit une épidémie. Je vous ai donné quelques exemples, mais il y en a plein. Il y a les écoles. Je ne peux pas vous dire tout, mais je peux si vous le souhaitez. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je pense que ce serait intéressant qu'on passe aux questions des participants. Donc, je vais regarder si on a quelques propositions alors, à vous soumettre, quelques questions à vous soumettre. Donc, la mobilité était… Alors, on a une question ici. Ah, voilà, elles sont en dessous. Par exemple, Monsieur Gemène, quelles sont vos préconisations pour éviter une transmission mondiale s'il y a une prochaine pandémie? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je travaille sur la géopolitique du climat, je ne suis pas épidémiologiste. J'espère simplement qu'on pourra tirer les leçons de la manière dont le virus s'est propagé cette fois-ci pour éviter qu'il ne se propage davantage et aussi rapidement la prochaine fois. Et je pense qu'il faudra effectivement, comme l'a dit Anne Suiris, pouvoir faire le bilan des mesures qui ont été efficaces, de celles qui l'ont été moins, et essayer d'apprendre quelque chose de cela. Et je pense qu'il y a énormément, je tiens à le dire, vraiment de travaux, de recherches en cours. La lecture des revues médicales n'a jamais été aussi passionnante qu'aujourd'hui. Elle fourmille véritablement d'articles sur cette pandémie. Et donc, j'espère que nous pourrons en tirer des leçons, parce que je crains, hélas, que ce ne soit pas la dernière à laquelle nous serons confrontés. On sait qu'aujourd'hui, à peu près 3/4 des maladies infectieuses émergentes chez l'homme sont des zoonoses, donc des maladies qui lui sont transmises par des animaux sauvages. La plupart des épidémies que nous avons connues dans le passé, que ce soit la grippe aviaire, la grippe H1N1, Ebola ou le VIH-Sida, étaient aussi des zoonoses. On sait que ces zoonoses sont directement liées à la question de la perte de biodiversité, de la destruction des habitats des animaux sauvages. On sait aussi que le changement climatique va avoir un gros impact sur une série de maladies transmissibles comme la malaria, comme la dengue, comme le chikungunya. On sait que potentiellement de nouveaux virus et bactéries vont apparaître du fait de la fonte du pergélisol, c'est-à-dire le sous-sol gelé en permanence en Sibérie, en Arctique et au Canada. Et donc, on voit que, quelque part, notre action sur l'environnement a des conséquences humaines et des conséquences sanitaires tout à fait importantes, et que donc, effectivement, il faut pouvoir mieux comprendre et mieux nous préparer, effectivement, à gérer d'autres pandémies. Mais ça sera aux épidémiologistes de dire comment on peut, effectivement, limiter davantage la propagation du virus. Oui, une nouvelle question, Monsieur Gemène. Comment favoriser, vous avez parlé tout à l'heure de l'absolue nécessité de renforcer les coopérations internationales. Comment est-ce qu'on pourrait le favoriser? Je dirais qu'on va avoir une occasion avec la COP26, peut-être de remettre un peu les choses à plat. Donc, on sait que la COP26, c'est donc ce sommet annuel de l'ONU sur le climat qui devait avoir lieu en principe en novembre à Glasgow, qui était repoussé sine die à 2021. Il me semble qu'aujourd'hui, un gros enjeu va être de repenser un nouveau multilatéralisme. Et potentiellement, je crois que c'est peut-être l'occasion de remettre à plat non seulement l'économie, mais aussi le modèle de négociation qui, pour le moment, sont des négociations qui sont menées uniquement entre gouvernements. Et on sait qu'il y a d'autres acteurs qui sont absolument fondamentaux pour l'action climatique. Je pense évidemment en premier lieu aux villes, aux municipalités, mais aussi à la société civile, aux entreprises. Je pense qu'il y aurait intérêt aujourd'hui à mettre tous ces acteurs autour de la table dans une forme renouvelée de multilatéralisme qui dépasse la seule question nationale. Et donc, moi, j'aimerais qu'on puisse saisir l'opportunité de la COP26 pour ne pas faire juste une COP25 plus 1, mais pour en faire véritablement une COP 0 d'un multilatéralisme renouvelé. Là encore, je crois que la crise actuelle rebat un certain nombre de cartes et qu'il faut pouvoir essayer de changer la donne.
Merci. Une autre question. Nous avons réussi à atteindre tout juste les objectifs de l'accord de Paris en plein confinement. Comment peut-on espérer une baisse des gaz à effet de serre dans des proportions suffisantes, autrement qu'en réduisant les activités économiques? Alors, je dirais qu'effectivement, le paradoxe, je l'ai dit, c'est que pour la première fois, nous sommes à peu près sur les rails des objectifs de l'accord de Paris, pas du tout à cause de mesures de politique climatique que nous avons prises, mais à cause de mesures sanitaires. Et que même en mettant la moitié du monde enfermé chez elle et l'activité économique à l'arrêt, en divisant le trafic aérien international par 3, même dans ce cas-là, malgré tout, la baisse des émissions mondiales semble se situer autour de moins 5,5%. Ça prouve bien, je dirais, à quel point il ne suffira pas d'arrêter juste nos activités économiques et de nous claquemurer chez nous pour répondre aux défis climatiques et à quel point nous allons avoir besoin de solutions structurelles qui vont passer effectivement par une plus grande sobriété, notamment une plus grande sobriété énergétique ou dans les transports et notamment dans le transport aérien, qui passera aussi par de nouvelles technologies et par des progrès technologiques que nous aurions tort de rejeter ou que nous aurions tort, je crois, d'opposer à la sobriété. Et puis, je pense qu'il y a des leviers financiers tout à fait fondamentaux à actionner. J'ai parlé tout à l'heure du prix du pétrole. Je pense que ça doit aussi être l'occasion de revoir complètement la politique de subvention publique envers les énergies fossiles. Aujourd'hui en France, pour 1 euro de subvention donnée aux énergies renouvelables, on continue à donner 2 euros de subvention aux énergies fossiles. Chaque année, on investit dans les énergies fossiles en argent public et privé l'équivalent de 6 000 milliards de dollars, soit environ 7% du PIB mondial. Je pense que tant que véritablement nous ne réorienterons pas ces subventions et ces investissements, je pense malheureusement que nous ne parviendrons pas à lutter véritablement contre le changement climatique. Donc j'espère que la crise actuelle, qui est aussi une crise économique et financière, permettra de réorienter ces subventions. On voit à quel point il nous faut des changements structurels et à quel point la mise à l'arrêt de l'économie et le confinement chacun chez soi, d'une part, ne suffira pas et d'autre part, n'est pas tenable dans le long terme. Oui, alors une autre question, si les États ne travaillent pas ensemble, peut-on envisager une coopération entre grandes métropoles? Madame Souiris, peut-être vous voudrez répondre à cette question. Ah, le micro est coupé. Votre micro. Je vais l'activer. Voilà. Okay. Oui, la question qui est, c'est une question qui était très intéressante pendant cette crise, c'est qu'on a vu que à la fois certains pays comme l'Allemagne ont réussi à mieux lutter contre l'épidémie que nous, parce qu'ils étaient aussi plus décentralisés et qu'ils pouvaient plus se reposer sur les villes et les régions. En l'occurrence, nous, en fait, c'est aussi ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a été face à un État quand même à la fois assez incohérent et assez impuissant. Et face à cela, eh bien, l'action des villes, comme l'action de Paris, par exemple, a été déterminante dans ce qu'on pouvait faire. Et là, je vais aller même plus loin pour ce qui suit. Si on veut effectivement agir sur la suite, agir face non seulement au rebond de l'épidémie, mais aussi pour faire face à d'autres épidémies possibles, eh bien, une des manières de faire, c'est vraiment de changer la physionomie de la ville. C'est vraiment, de lui redonner plus de pouvoir, de pouvoir avoir des mutations qui sont de l'ordre de celles que fait Amsterdam ou Milan, c'est-à-dire avec une perspective où vraiment on commence à intégrer l'idée que c'est la fin du tout voiture, et c'est même, moi je regrette qu'au niveau où on en est là, on n'ait pas décidé que pour le 11 mai, on ne recommence pas la voiture dans la ville de Paris. Je pense que, et même sur l'Île-de-France, je pense qu'une des raisons majeures qui va vouer à l'échec ce déconfinement, c'est la question de la voiture, pour des raisons à la fois épidémiologiques directes et à la fois indirectes, et sur un système de fonctionnement. Et ça, ce courage-là, eh bien, je pense qu'une ville et qu'une région même aurait la capacité de l'avoir
Or, c'est aux mains principalement encore de l'État, puisque c'est un préfet qui peut prendre ce type de décision. Et c'est un problème parce que l'État, il est trop loin. En France, là, moi, j'ai pu assister, par exemple, au fait que on a pu voir que là, quand se pose cette question-là, on a même une Valérie Pécresse qui d'habitude est plutôt dans un tout-voiture, qui dit il faut peut-être quand même arriver à privilégier le vélo. Et pourquoi? Pas parce qu'elle est devenue écologiste, mais simplement parce que soudain, il y a quand même la prise avec la réalité de terrain qui fait que même les gens qui sont quelquefois les plus éloignés idéologiquement d'un certain nombre de transformations peuvent changer. Et je crois que c'est quand même le secret d'une évolution en France. Et c'est vraiment qu'il y ait plus de pouvoir et dans les métropoles et même régionalement et même aux villes. Et ça permettra de pouvoir non seulement aller vers une résilience beaucoup plus importante, que ce soit en termes d'alimentation, d'agriculture, quand il y a une question d'agriculture autour de Paris, par exemple, quand je vous parlais des épandages, le fait de vraiment quitter le système intensif et enlever les intrants, eh bien, je peux vous assurer que si le pouvoir était plus régional, on irait beaucoup plus vers cette situation-là, parce que on réalise en fait progressivement les choses. Donc oui, je pense qu'il y a aussi, cette crise-là pose la question d'un changement de gouvernance et qui va, à mon avis, poindre son nez, alors qu'on n'a jamais réussi à arriver vers une sixième république plus décentralisée. Peut-être qu'à l'aune de cette crise, on va pouvoir aller dans cette direction. Merci, Madame Souris. J'ai également une autre question qui est posée en direct. Pourriez-vous détailler en quoi la voiture va poser problème au moment du déconfinement? Eh bien, oui, je peux. La question de la voiture, c'est que vous voyez, le 11 mai, je vous laisse juger par vous-même. Il va y avoir pas plus de 50 à 60% du trafic qui va être remis en route, parce que pour plein de raisons, parce qu'il y a moins de personnel qui est là, parce que aussi il s'est arrêté pendant un certain temps, parce qu'il y a encore des enfants qui vont pas être déconfinés, parce que donc on va avoir un trafic amoindri. Deuxième question, c'est la question de la distanciation sociale. Quand on veut qu'il y ait 1 mètre de distance entre chaque personne dans une rame de métro, eh bien, ça va poser, vous imaginez bien, énormément de questions. Et donc, ce que dit la RATP actuellement, c'est qu'ils vont pouvoir prendre de 20 à 10% du trafic normal, du nombre de personnes de population normale qui est d'habitude transportée à Paris. Donc, ça veut dire que vous avez 90% des gens qui seront en dehors des transports en commun. Première chose. Deuxième chose, les gens vont avoir peur de se retrouver justement dans le métro pour des raisons évidentes et vont reprendre leur voiture pour se protéger. Et donc, la question, c'est évidemment une fausse protection, mais ça va être la solution versus le transport en commun, qui ne sera pas capable du coup d'assumer en plus la totalité des personnes dans une situation sanitaire correcte. Donc la question de la voiture se repose, et si vous avez un nombre de voitures, tous les gens qui ont des voitures reprennent leurs voitures, eh bien qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus de place pour les vélos, pour les piétons. Et donc, ça pousse encore moins. Vous avez un espèce de cercle vicieux qui se met en place à prendre le vélo ou à marcher. Donc, pour inverser ce processus-là, à un moment donné, c'est un peu comme quand on veut couper les circuits de transmission virale. Il faut prendre à un moment donné des décisions un peu fortes. Et là, ça n'est pas le cas. Là, la ville de Paris a décidé, tout à fait à juste titre d'ailleurs, d'essayer de voir si on peut, sur les lignes 4, 13 et 1, complètement faire des axes complètement piétons et piétons, vélo plus transport en commun, de manière à vraiment favoriser ces modes-là. Mais ça ne suffira pas, parce que c'est un processus que vous voyez qui est systémique, et donc qui fait que la voiture va être de nouveau au centre. Alors, sans parler de la question en plus
qui pose un problème en termes épidémiologiques de la voiture elle-même. Mais je vous parle simplement de systémique aussi pour l'ensemble. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que oui, la voiture, on devrait avoir pris au moins ce positionnement-là en la laissant exclusivement réservée aux gens qui sont obligés de s'en servir comme un certain nombre de professionnels ou de personnes qui en ont besoin pour des questions de handicap. Voilà, mais ça n'est pas pensé en fait. Ça n'est pas pensé. C'est pour ça que je crains que le côté rien ne pourra être pareil après qu'avant. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre qu'on ait pris la mesure encore de cette transformation nécessaire. Merci. Monsieur Gemène, on a une question également qui nous vient en direct. Comment expliquer de manière simple le lien entre augmentation de la diffusion du virus et le réchauffement climatique ? D'abord, je pense qu'il faut quelque part souligner le fait que le coronavirus actuel dont nous parlons n'est pas directement lié au changement climatique. C'est quelque chose qu'on a parfois entendu. J'ai regretté, par exemple, que le Haut Conseil pour le climat mélange un peu le truc dans son introduction. Le coronavirus actuel est davantage lié à la perte de la biodiversité et à la déforestation qu'au changement climatique. Cela étant, le changement climatique va avoir aussi une influence sur toute une série de maladies infectieuses et de maladies transmissibles, notamment en modifiant le taux d'humidité et la température à laquelle les virus peuvent survivre et proliférer. Je prends simplement l'exemple de la malaria, qui est évidemment une maladie infectieuse bien connue et qui va être très affectée par le changement climatique. Le réchauffement de la température fait que les moustiques vecteurs de la malaria peuvent désormais se déplacer dans des zones où ils ne pouvaient pas se déplacer auparavant. Par exemple, la ville de Nairobi, la capitale du Kenya, a été construite à une altitude tout juste au-dessus de l'altitude limite que pouvaient atteindre les moustiques vecteurs de la malaria. Et comme la température se réchauffe, ça veut dire que les moustiques peuvent désormais atteindre Nairobi, comme toute une série d'autres zones qui jusqu'ici étaient relativement immunisées de la malaria. De la même manière, la résurgence de la dengue en Europe ou la maladie de Lyme, également, qui est une maladie du système nerveux transmise par des tiques, est directement liée au changement climatique simplement parce que les conditions différentes d'humidité et de chaleur font que les agents vecteurs de ces maladies, souvent des moustiques, vont pouvoir voyager dans des régions différentes de celles où ils avaient l'habitude de voyager. Donc, ça va à la fois créer une résurgence de certaines maladies et complètement changer la distribution géographique de ces maladies. Merci. J'ai une autre question pour vous, Monsieur Gemène. Quel pourrait être le type d'indicateur qui donne à saisir les risques du changement climatique sans tomber dans un climat anxiogène très fort ? L'horizon 2030-2050 n'est pas facile à se représenter. Tout à fait. Et je dirais qu'il y a un vrai, et quelque part c'est une leçon de cette crise aussi pour la communication, la manière dont on va se représenter les enjeux, dont on va se représenter les indicateurs, qu'est-ce qui va nous motiver à agir, qu'est-ce qui va permettre qu'on n'arrive pas dans un discours catastrophiste ou finalement qui serait démotivant, où les gens diraient il n'y a plus rien à faire et quoi qu'on peut faire, la catastrophe ou l'effondrement seront là devant nous. Je dirais qu'il faut pouvoir, et c'est là je crois, où c'est vraiment très important de pouvoir recalibrer nos objectifs et nous dire, tiens, nous nous donnons cet objectif-là pour l'année en cours et pour l'année prochaine, et ça permet quelque part de corriger notre trajectoire quasiment en temps réel. Si on se donne des objectifs uniquement sur 2030 ou sur 2050, le problème, c'est qu'on risque de ne pas pouvoir corriger notre trajectoire à temps. Si vous me dites, François, il faudrait que tu perdes 10 kilos d'ici 2030, soyons clairs, je vais continuer à boire de la bière pendant les 9 prochaines années et puis je vais me mettre au sport et au régime vers 2029. Tandis que si vous me dites, tiens, voilà l'effort que tu dois faire chaque année, je pense que d'un coup, ça devient plus réaliste, plus tangible et que les gens peuvent se dire, tiens, on va y arriver. Je crois qu'un gros défi de communication, ça va être, en termes d'indicateurs, de ne pas juste avoir quelque part ce monde qu'on ne veut pas et qui est décrit dans les rapports du GIEC ou dans les romans de science-fiction. Et le problème, c'est que les deuxièmes commencent à ressembler de plus en plus aux premiers. On a une vision assez claire du monde dans lequel on ne veut pas vivre, d'un monde ravagé par les pandémies ou les impacts du changement climatique que l'on veut éviter.
je pense qu'un formidable défi politique et social, c'est de construire en face l'image d'un monde dans lequel nous voudrions habiter. En d'autres termes, comment faire pour que le monde d'après apparaisse comme tangible et désirable par rapport à ceux qui veulent revenir au monde d'avant et à leur vie d'avant. Et je crois que ça passera effectivement par des indicateurs beaucoup plus rapprochés de nous. Pour Madame Souiris, une question qui est libellée telle quelle. Est-ce qu'il est prévu à la ville un plan de relance qui aille dans ce sens d'une économie plus durable, environnementale et sociale? Alors, d'une économie plus durable, d'une économie, à mon avis, il n'y a pas pour l'instant de revisite ou de plan économique durable dans le sens qui est dit, c'est-à-dire depuis, on pourrait dire d'un point de vue par exemple avec une revisite de la question touristique massive qu'il y a par exemple à Paris. Non, ça n'existe pas pour le moment. Ce serait intéressant, je pense, moi, de pouvoir avoir un conseil citoyen. C'est aussi ce que propose Dominique Bourg, mais à juste titre, c'est de se dire qu'il y a un moment où il faut reprendre les choses en main et voir comment, ensemble, on peut, de manière citoyenne, faire un certain nombre de propositions, à la fois en termes économiques, à la fois en termes de santé environnementale, à la fois en termes d'alimentation, et pour pouvoir agir ensemble et passer ce cap-là. Je pense qu'on ne pourra pas le faire tout seul et je pense surtout qu'on ne peut pas continuer comme avant, c'est-à-dire avec des logiques qui sont toujours plus du même en fait. Quand là, en fait, pourquoi on recommence l'école dans 10 jours? C'est parce qu'il faut recommencer l'activité économique et on n'est pas en train de dire qu'on va faire une activité économique d'économie sociale et solidaire. Non, c'est pas du tout ça la question. On se remet un petit peu comme au niveau de l'État, mais d'ailleurs là-dessus, la ville a peu, pour l'instant en tout cas, n'a pas beaucoup de prise. On pourrait en avoir un, mais ça veut dire un vrai plan. Ça ne peut pas s'innover comme ça. On ne peut pas imaginer ça pour le 11 mai. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est se dire comment on fait ensemble pour se dire comment on change le tourisme à Paris, par exemple. Comment les JO 2024, est-ce qu'elles ne pourraient pas prendre une forme différente que celle qui est prévue et qui va amener des centaines de milliers de personnes soudain de manière… et là, c'est pareil, on peut penser aussi en termes épidémiques. Eh bien, ça, pour l'instant, ça n'est pas repensé. Il faudrait pouvoir arriver à avoir cette planification citoyenne. Moi, je l'appelle de mes voeux. Je pense que les écologistes aussi. Je pense aussi que que ça dépasse largement les écologistes et que c'est quelque chose qui est très pensable actuellement de pouvoir faire ensemble et en dehors même des côtés partisans. Et à mon avis, c'est vers ça qu'il faut essayer de tendre pour les mois qui viennent, même si malheureusement, on va arriver pour l'instant plutôt à une question économique, à mon avis, un peu sur le retour, pas vers le futur, mais plutôt vers le passé. Ce que j'espère, c'est comme on va avoir de toute façon une question rebond qu'on attend, et bien dans cette période-là, on attend malheureusement, mais en tout cas on est à peu près sûr d'avoir une période de rebond, et bien ce sera aussi une manière un petit peu d'être encore un peu en couvre-feu sur laquelle on va pouvoir avoir un temps de réflexion pour fabriquer cet avenir plus citoyen et plus durable. Et au niveau d'une ville, c'est possible à faire. C'est possible à faire. Sur une grande ville sur Paris comme ça, par exemple. Par exemple, vous voyez, quand on fait ce qu'on a commencé à faire sur l'alimentation, mais on n'a pas encore resté assez loin, mais quand on met des marchés publics qui indiquent que tout ce qui va être restauration, non seulement scolaire, mais restauration collective, on va passer des marchés qui seront simples, qui ne pourront pas, qui sont des marchés au niveau de l'Île-de-France et sur lesquels il n'y aura que du bio et d'une agriculture responsable, eh bien, ça favorise une transition écologique. Ça favorise le fait d'arrêter les épandages. Vous voyez, une ville peut avoir ce type d'action économique qui permet un changement profond des pratiques. Oui, c'est possible. C'est ça que Merci beaucoup pour ces pistes encourageantes. Écoutez, je vois qu'il est 20h01. Je vous propose que nous assurions la clôture de cet événement. Merci encore de votre disponibilité et je vous donne rendez-vous donc pour de prochaines séquences
virtuelle pour l'Agence parisienne du climat. Donc, je vous invite à consulter le lien sur l'agenda. Madame Souris, Madame la maire, Monsieur Gemène, merci encore. Merci à vous. Juste un mot pour dire que j'ai répondu par écrit à certaines questions dans la barre de conversation. Si les spectateurs veulent aller voir, j'ai fourni quelques réponses par écrit aux questions auxquelles j'ai pu répondre. Merci beaucoup et désolée de n'avoir pas pu prendre toutes ces questions. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir.